Pour compléter le diagramme et comprendre comment le libre marché fonctionne, on va devoir remonter dans le temps et identifier les différentes transformations par lesquelles il est passé. Il y a plusieurs transformations importantes, et la dernière, c'est la transformation que nous vivons aujourd'hui, qui va apporter un coup fatal au libre marché. On va vivre l'effondrement total du libre marché pour quelque chose qui, heureusement, sera beaucoup mieux. Remontons dans le temps jusqu'au Moyen-Âge, et à l'époque, le système était le féodalisme. Le monarque avait tous les pouvoirs, il avait le pouvoir politique, il était celui qui faisait la loi, et il avait le pouvoir économique, et c'était lui qui créait la monnaie. La monnaie, c'était des pièces de métal précieux comme l'argent et l'or, et le libre marché, se passait sur les places publiques. Chaque ville, chaque cité avait sa place de marché, où les gens pouvaient venir vendre et acheter leurs produits librement. Les gens qui étaient tous des artisans ou des fermiers se faisaient concurrence sur un pied d'égalité. Et cette libre compétition sans rapport de force assurait à ce que l'offre et le prix des produits s'ajustent pour que les vendeurs et les acheteurs soient tous satisfaits. Le libre marché est apparu naturellement dans le monde entier et a fonctionné pendant des centaines, voire des milliers d'années. Donc de dire aujourd'hui que le libre marché c'est fini, ça s'effondre et ça devrait être remplacé, ça a l'air d'être un peu présomptueux. Mais on va comprendre pourquoi. Le gros problème à l'époque, c'était comment se procurer plus de monnaie. Avec l'accroissement de la population, on a besoin de plus de monnaie pour développer l'économie. Pour ça, le monarque a besoin d'y trouver plus d'or. Et s'il ne peut pas trouver plus de mines, il faudra bien qu'il le trouve quelque part ailleurs. Et là, il a le choix entre deux possibilités. Il peut développer le commerce international et ramener de l'or dans le pays, ou bien il va faire des guerres de conquête, et il va envahir et piller ses voisins pour ramener des richesses et de l'or dans son pays. Les frustrations économiques dues au manque de monnaie, au manque d'or, fait que la population sera aussi disposée à partir en guerre. Les civilisations pacifiques, comme la Chine, ont choisi le commerce international, et puis les civilisations plus barbariques, comme les pays européens, ont choisi la conquête. Et les grands monarques étaient ceux qui amenaient de la prospérité dans le pays en pillant les autres. Et malheureusement, ça n'a pas vraiment changé. On remarque que la circulation de la monnaie entre le monarque et la population était en faveur de la population. Le monarque, en construisant son château, et avec son train de vie somptueux, et surtout sa grande armée, dépensait son or. Il injectait la monnaie dans l'économie. Lors de ses mines et des conquêtes ne suffisant pas, il avait toujours besoin de lever des taxes auprès de la population. Mais globalement, la circulation de la monnaie allait du monarque vers la population. Le monarque possède les mines d'or et est celui qui crée la monnaie. Donc le monarque n'a pas besoin d'accumuler de la monnaie. Il est le créateur de la monnaie. Il est celui qui l'injecte dans l'économie. Il ne va pas donc chercher à l'extraire de la population pour l'accumuler. Ce qu'il faut observer là, c'est que le monarque va dépenser tout son argent et il n'y a pas besoin de pompe pour que l'argent circule du monarque vers la population. Il y avait un problème là parce que l'or est précieux et garde sa valeur dans le temps. Donc, les gens avaient tendance à le garder et à l'accumuler par besoin de sécurité pour leur avenir, pour leur vieillesse. Donc, ils avaient tendance à vouloir le mettre de côté. Et ça, c'est embêtant parce que ça retire l'or de la circulation, ça retire la monnaie de la circulation et ça contribue à créer une situation de récession. Depuis le féodalisme, le libre marché est passé par 5 grandes transformations. La dernière est celle que nous vivons maintenant. Et la première est la création du papier-monnaie et l'apparition des banques. Avec le développement du commerce, certains grands marchands se sont enrichis et avaient besoin d'un endroit sécurisé pour stocker leur or. Et l'endroit le plus sécurisé de la ville, c'était le coffre-fort des orfèvres, ceux qui travaillent avec l'or.
Et donc, ils se sont mis à mettre leur or en dépôt dans le coffre des orfèvres en échange de reçus. Et ce reçu pouvait même être échangé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les gens avaient confiance que si ils apportaient ce reçu à l'orfèvre, ils recevraient en or le montant qui était écrit dessus. Donc, au lieu de transporter et acheter avec de l'or, eh bien, les gens ont commencé à se passer ces reçus, qui sont en fait des reconnaissances de dette. C'était quand même plus pratique que de transporter de l'or et prendre le risque de se faire voler. Et les orfèvres, qui voyaient que l'or, en fait, restait dans leur coffre et n'était pas utilisé, eh bien, se sont mis à créer d'autres reçus et à prêter cet or, l'or qu'ils étaient en charge de garder. Et donc, ça a commencé par une fraude. Ils se sont mis à prêter l'or qui n'était pas à eux, et bien sûr, ils faisaient de l'argent facilement en chargeant des intérêts. Et ils ont vite compris qu'en fait, ils pouvaient créer beaucoup plus de reçus qu'ils n'avaient d'or, puisque l'or restait dans les coffres. Ils ont compris qu'il était possible de créer de la monnaie avec du papier. Mais il était toujours possible que les gens reviennent avec leurs reçus et demandent de l'or. Mais normalement, les gens ne vont pas tous venir en même temps demander leur or. Donc ça ne devrait pas être un problème. Et ça a vraiment contribué à enrichir les orfèvres, qui sont devenus des banquiers, et qui se sont mis à créer de l'argent en faisant des prêts et en créant de la monnaie en papier. Puisque les gens préféraient utiliser leur papier plutôt que de l'or, et que l'or retournait toujours dans leur coffre-fort. Les gens préfèrent sécuriser leur or dans le coffre-fort des banquiers, plutôt que de le garder chez eux. Donc c'est une fraude, mais c'est une fraude qui a été énormément bénéfique. Parce que ça a permis de développer l'économie, et cet apport supplémentaire d'argent a permis l'expansion, sans avoir trouvé toujours plus de mines d'or pour augmenter la quantité de monnaie. Donc l'apparition des banques capables de créer de l'argent et de le prêter a apporté une transformation énorme dans le système. Et ça a permis à l'économie de se développer énormément. Ça a permis la Renaissance. En plus de l'or qui arrivait des colonies, l'apparition du papier-monnaie a créé une expansion formidable. Et on a eu la Renaissance avec tous ces châteaux et toutes ces œuvres d'art que l'on peut admirer encore aujourd'hui. Et ça a été la première grande transformation. La deuxième grande transformation, c'est l'arrivée de la machine. Le métier à tisser, la machine à vapeur, c'est la révolution industrielle. Mais surtout, c'est l'apparition de nouvelles entités économiques, des gens qui se mettent à travailler ensemble pour former des entreprises et des corporations. Des nouvelles entités avec des durées de vie illimitées et avec des tailles ou des pouvoirs presque illimités, avec lesquels les individus n'ont aucune chance de rivaliser. Les entreprises, les corporations vont progressivement s'accaparer toute la production, aux dépens des artisans. Aucun individu ne peut rivaliser avec des entreprises où des dizaines, des centaines et même des milliers de personnes travaillent ensemble. L'arrivée des entreprises et des corporations va complètement changer le libre marché. Le libre marché, c'est la loi de la jungle, c'est la compétition, c'est le gros poisson qui mange le petit poisson. Alors quand vous introduisez ces énormes gros poissons, tous les petits poissons se font bouffer. Les admirateurs du libre marché se réfèrent toujours au temps où la compétition était entre les êtres humains qui ont des tailles et des compétences similaires. Mais ce libre marché n'existe plus depuis longtemps. Il a disparu progressivement avec la prise de contrôle de presque tous les marchés par les entreprises. Il ne reste aujourd'hui que les miettes ou que des petites niches pour les individus qui travaillent pour eux-mêmes. Dorénavant, il y aura deux types de marchés. Le marché traditionnel, le marché des artisans et des fermiers, qui se meurt et qui continuera de diminuer. Et le marché où les entreprises et les propriétaires des moyens de production vont se faire la compétition et qui va continuer de s'accroître. En plus de ça, maintenant, on a le marché du travail.
C'est le marché où les individus vont se faire la compétition pour pouvoir obtenir les boulots que les propriétaires des moyens de production veulent bien nous donner. C'est le marché pour les esclaves, la foire aux esclaves. Pour les admirateurs du libre marché, ils l'appellent le libre marché, mais c'est la liberté pour les maîtres des esclaves, les propriétaires des moyens de production, de se faire la compétition entre eux et de s'éliminer les uns les autres pour former de grands monopoles. Et c'est aussi la compétition entre les individus, les esclaves, pour se faire la compétition entre eux pour obtenir les boulots pour les servir. C'est ce qu'ils supportent, et ils appellent ça le libre marché. Mais en réalité, durant les 2 dernières centaines d'années, les êtres humains ont perdu leur souveraineté économique pour servir les propriétaires des moyens de production. La troisième grande transformation, c'est la prise de pouvoir par les banquiers, plus précisément par les prêteurs d'argent. Avec le développement du commerce et de l'industrie, les banquiers ont accumulé beaucoup d'argent, tellement que les monarques venaient les trouver pour leur emprunter, pour financer leurs projets et surtout leurs guerres. Et ils ont très vite découvert que les guerres étaient un outil fantastique pour endetter les pays et les monarques, et exercer un contrôle sur eux. Ils ont très vite compris que, en finançant les 2 côtés d'une guerre, eh bien, on peut faire encore beaucoup plus d'argent. Et qu'on peut même décider de l'issue d'une guerre en favorisant un côté par rapport à l'autre. La guerre, c'est ce qui est de plus cher. Et les monarques sont prêts à dépenser autant qu'il est nécessaire pour gagner et rester au pouvoir. Ils sont prêts à emprunter le plus possible pour éviter la défaite et se sauver eux-mêmes. Mais les monarques étaient toujours capables de s'opposer aux banquiers, et parfois même de les expulser, parce que c'était eux qui faisaient la loi. Et certains monarques, comme le tsar de Russie, se sont vraiment opposés aux banquiers. Et quand je dis banquiers, je parle surtout des banquiers internationaux, de la grande finance internationale. Et pour ça, le tsar va le payer très cher. La grande finance internationale, qui est devenue si riche et si puissante, commença à considérer les monarques comme une nuisance. Et ils se mirent à conspirer, et oui, on peut vraiment parler ici d'une conspiration, ils se mirent à conspirer pour se débarrasser des monarques, ou en tout cas limiter fortement leur pouvoir. Et ils vont réussir à instaurer des démocraties représentatives pour les remplacer, parce qu'il est beaucoup plus facile de manipuler des représentants du peuple qu'un monarque, surtout si on a beaucoup d'argent. Et ils commencèrent à organiser des révolutions pour renverser les monarques. Et ils s'organisèrent et élaborèrent d'infiltrer des organisations secrètes, comme les francs-maçons, en créant des sociétés secrètes à l'intérieur des sociétés secrètes pour recruter leurs agents et les promouvoir dans les structures du gouvernement et leur administration. Mais aussi ils entreprirent d'infiltrer les mouvements d'opposition et les mouvements révolutionnaires. Et ils créèrent des conditions économiques difficiles en diminuant la circulation monétaire, en créant des récessions. Ils créaient des conditions difficiles à la population pour qu'ils se révoltent. Ils prirent le contrôle des médias, des journaux, et ils organisèrent des campagnes de diffamation contre les monarques ou leur gouvernement, et ils incitèrent à la révolte et à la révolution. Ils commencèrent par une révolution en Angleterre, et imposèrent une régulation qui leur était favorable, et qui conduisit à la création de la Banque d'Angleterre, qu'ils contrôlaient. Ils ont pris le contrôle de l'économie et de la création monétaire. Ils rendirent officiel le système de réserve fractionnelle, où les banques peuvent multiplier l'argent qui est en dépôt en créant de la monnaie sous forme de dette. Il leur suffit juste de garder une fraction en réserve. Ensuite, ils ont continué avec l'indépendance des États-Unis. Et après ça, ils ont organisé la Révolution française. Ils renversèrent le roi et installèrent une démocratie représentative qui est pour eux beaucoup plus facile à contrôler et manipuler. Alors depuis des guerres et des révolutions, il y en a eu beaucoup,
Et on peut dire que presque toutes, ou sinon toutes les guerres et les révolutions, ont été organisées, ou tout du moins financées, par la grande finance internationale. Et ça inclut la révolution bolchevique et l'élimination du tsar. Et Lénine, Trotsky, Staline ont tous été financés par les banquiers internationaux. Et c'est pareil pour Mao Tse-tung en Chine. Et ça continue bien sûr jusqu'à aujourd'hui, avec les révolutions colorées, les guerres du Golfe, etc. Alors bien sûr, ça, c'est pas l'histoire officielle. Parce que l'histoire officielle a toujours été écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, ça a toujours été les banquiers. Donc vous verrez jamais ça dans les médias qui leur appartiennent. Non, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est accessible à tous, et c'est pas si difficile que ça à trouver. En fait, il existe des documents historiques qui ont été trouvés et qui confirment ce complot, cette conspiration, et la prise de tous les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, par la grande finance internationale. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et parmi tous ces documents, il en existe un qui est très important, et qui date des années 1770, et qui révèle cette conspiration, et cette prise de contrôle de tous les pouvoirs, et même la destruction des pouvoirs religieux. L'objectif final, c'est pour eux de créer un gouvernement mondial, progressivement en renversant les monarques et en installant des gouvernements qui peuvent être contrôlés. Et ces gouvernements sous contrôle seront succédés après un chaos qu'ils auront organisé par un gouvernement mondial. Et la procédure, c'est de recruter des agents en les inspirant si possible avec cette grande vision de gouvernement mondial qui va apporter la paix. Et c'est vrai que le gouvernement mondial va apporter la paix et va mettre fin aux guerres. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils seront en contrôle de ce gouvernement mondial. D'autres manières de recruter des agents, c'est de les corrompre, par l'argent ou par le sexe, de les faire chanter, ou de les menacer. Mais beaucoup vont rejoindre le projet sans même savoir en quoi il consiste vraiment. Ils vont être séduits par ces grandes valeurs de liberté, égalité, fraternité, et ils vont rejoindre le projet en pensant apporter une grande libération à l'humanité. Mais en fait, ils ont été complètement manipulés pour mettre en place une structure qui est entièrement contrôlée par la grande finance internationale. Et dans ces documents, la procédure explique très clairement que le contrôle de la population se fait par la division et la terreur, en les divisant et en les terrorisant l'un de l'autre. En divisant et en terrorisant, il est possible de soumettre une population. Lorsqu'on divise les gens en groupes, et qu'on fait en sorte que ces groupes aient peur les uns des autres, alors les gens deviennent beaucoup plus manipulables, et sont prêts à se soumettre à tous ceux qui pourraient leur offrir une protection. Et dans certains documents, il est même clairement expliqué que le monde sera divisé en deux parties, en deux modèles différents qui vont s'opposer. Le modèle capitaliste avec son extension, le libéralisme, et un autre modèle qui sera appelé le communisme. Ces systèmes vont tous les deux s'appuyer sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité, pour recevoir le plus de soutien possible de la population. Un système sera plus libertaire qu'égalitaire, c'est le capitalisme, et l'autre sera plus égalitaire que libertaire, le communisme. Retournons maintenant à notre diagramme des flux monétaires. Le monarque et la nobilité, les propriétaires de la terre, des moyens de production, vont être rejoints par les propriétaires des machines, en conséquence de la révolution industrielle. Et introduisons le nouveau venu, le gouvernement du peuple, comme la conséquence du renversement du monarque et l'installation de ce qu'on a appelé la démocratie. On le voit apparaître comme un circuit parallèle qui va essayer de réguler les flux monétaires. Le gouvernement a des revenus, il fournit des services, il est propriétaire des industries qui ont été nationalisées, comme le transport, l'électricité, l'eau. Mais aussi il prélève des taxes,
ce qui est aussi une importante part de ses revenus, des taxes auprès des riches et des entreprises, mais aussi des taxes auprès des consommateurs, avec les licences, les taxes sur le revenu et les taxes à la consommation. Le gouvernement a aussi des dépenses comme le remboursement de la dette, mais aussi les dépenses pour les services qu'il rend. Par exemple, un des services qui coûte beaucoup, c'est la sécurité, la défense, mais aussi les infrastructures. Et la plupart de ces dépenses iront aux propriétaires des moyens de production. Mais aussi parmi les dépenses, vous avez le paiement des salaires des fonctionnaires, pour l'éducation, la santé, la justice, etc. Et enfin, vous avez l'aide sociale et le paiement des indemnités de chômage. Et le gouvernement a aussi des biens, comme la terre, la forêt, les hôpitaux, les écoles et les infrastructures, mais aussi les entreprises nationalisées qui offrent des services comme le transport, l'eau, l'énergie, etc. La prochaine grande transformation, c'est l'abandon de l'étalon or et le choix du dollar américain pour le commerce international. Après la Première Guerre mondiale, les pays en guerre se sont retrouvés ruinés, ils n'avaient plus d'or, ils ont emprunté et imprimé de l'argent pour l'effort de guerre et pensaient pouvoir rembourser une fois victorieux avec les réparations de guerre. Les gouvernements n'avaient plus d'or et avaient dû suspendre la convertibilité en or de leur monnaie. Et ça, bien sûr, ça a créé de gros problèmes pour le commerce international. Des pays comme la France et l'Angleterre pouvaient imposer leur monnaie dans leurs colonies, mais autrement le commerce international était devenu difficile. L'or et l'argent, pour certaines raisons, étaient reconnus internationalement comme moyen d'échange. Et quand les pays se sont mis à manquer d'or et d'argent, eh bien, il devenait très difficile de faire du commerce international. Et bien sûr, les commerçants ne sont pas prêts d'accepter le monnaie papier d'un autre pays. Ça a créé une grande période d'instabilité, et certains pays ont fait des tentatives pour retourner à l'étalon or. Mais pour ça, les pays devaient équilibrer leur budget, mais aussi réduire leur économie et leur monnaie à la quantité d'or qu'ils possédaient. Ça a créé de grosses difficultés économiques et des problèmes de récession. Et ensuite est venue la Grande Dépression, et les gouvernements avaient besoin encore plus d'argent pour combattre la misère et redémarrer l'économie. Donc ils ont imprimé de l'argent, et la guerre arrivait. Donc il fallait encore plus imprimer de l'argent pour se préparer à la guerre, et pendant toute la guerre, on s'éloignait toujours plus de l'étalon or. Et on en arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une opportunité de mettre fin à ces instabilités créée par l'effondrement du commerce international et la compétition sauvage entre les différentes monnaies. Une conférence a été organisée pour réguler le commerce international et pour mettre fin aux instabilités qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les accords de Bretton Woods. Et à ce moment-là, on a eu une opportunité fantastique de créer une monnaie unique, une monnaie mondiale, qui aurait unifié la planète, et on aurait créé un gouvernement mondial pour la superviser. Et ça aurait pu créer la paix sur la Terre. Mais au lieu de ça, la délégation des États-Unis, pleine d'orgueil, s'est opposée à la monnaie mondiale et a imposé son dollar comme la monnaie pour les échanges internationaux. Les États-Unis ont largement, immensément profité de la guerre. Ils sont sortis de la guerre comme la super puissance économique mondiale, et toutes les autres économies étant en ruine. Les États-Unis étaient dans une position où ils pouvaient imposer leur point de vue sur la conférence. Et pour un pays qui revendique être un des premiers représentants de la démocratie, ça a été une décision complètement antidémocratique. La démocratie commence par mettre fin à tous les privilèges, et ça a été un énorme privilège qui a été donné aux États-Unis. Cette décision est en fait la pire des décisions qui ait jamais été prise. Au lieu de créer une ère de paix et de prospérité pour tous, on est toujours dans une ère d'instabilité financière
qui peuvent très bien nous mener à une autre guerre mondiale. Et ça sera peut-être la fin de la vie sur la Terre. Cette décision est responsable de la mort de millions de gens à travers le monde et a créé tellement de souffrances inutiles. Les accords de Bretton Woods étaient en fait une tentative de retourner à l'étalon or. Seulement le dollar américain était convertible en or et les autres monnaies pouvaient être converties en dollars américains et pouvaient fluctuer à l'intérieur d'une fourchette. Le Fonds monétaire international a été créé pour être le prêteur de dernier recours et pouvait prêter avec la condition que les pays prenaient des mesures pour retourner dans la fourchette de fluctuation. Il a été possible pour les États-Unis de dépenser énormément d'argent dans la guerre du Vietnam, et dans la course aux armements, dans la course à l'espace, et d'injecter énormément d'argent dans leur économie, sans pour autant souffrir les conséquences d'un déficit commercial. Le problème quand un pays décide d'imprimer de l'argent pour développer son économie, les gens se mettent à consommer plus, et à consommer notamment plus de produits étrangers. Et ça va déséquilibrer la balance commerciale, qui va devenir déficitaire, et la monnaie va être dévaluée, ce qui va créer de l'inflation, et il faudra alors s'arrêter d'imprimer parce que si on continue, on va créer de l'hyperinflation. Donc il a été possible pour les États-Unis d'imprimer énormément d'argent sans être affecté, parce qu'il y avait une telle demande de dollars à l'étranger pour le commerce international, et le dollar n'a pas été dévalué comme il aurait dû l'être. Le dollar restait une monnaie forte, bien que les États-Unis imprimaient un dollar qui était du papier, parce qu'ils n'avaient pas l'équivalent en or pour assurer sa convertibilité. Et le côté plutôt positif de tout ça, c'est que c'est grâce au déficit commercial des États-Unis que le commerce international a pu se développer. Mais ça a été un énorme privilège donné aux États-Unis. Les produits étrangers étaient pas chers, puisque le dollar était fort et restait fort. Alors, ils imprimaient leurs dollars et tous les produits convergeaient vers les États-Unis, ils étaient pas chers, malgré leur déficit commercial. Et ça leur a assuré un niveau de vie le plus élevé du monde. Et ça leur a aussi permis de financer une énorme armée pour assurer et préserver leur position hégémonique et leurs privilèges. Et tout ça, ça a été payé par le reste du monde qui avait besoin des dollars pour le commerce. Donc le modèle américain, for sure America was great. C'est comme si le maître d'esclaves disait, ben voilà, j'ai un super modèle économique, j'imprime de l'argent et le reste du monde travaille pour moi. Et ça a été créé par les accords de Bretton Woods. Alors au lieu que ce soit tous les pays qui bénéficient de l'impression de la monnaie et de l'abondance de monnaie qui aurait pu être possible avec une monnaie mondiale, eh bien ce privilège a été donné à un seul pays, les États-Unis. Et ça a fait des États-Unis une grosse brute qui a pour intérêt de garder ses privilèges et de semer le chaos dans le monde entier pour rester l'économie la plus forte, pour pas avoir de compétition et pour pouvoir imposer sa monnaie à tout le monde. Et on voit très clairement que tous les pays qui essaient de renoncer à utiliser le dollar américain sont victimes de sanctions très sévères. C'était vrai pour l'Irak, la Libye, la Syrie, et maintenant le Venezuela, l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Et maintenant on est menacé d'une troisième guerre mondiale pour renverser la situation. Les menaces de guerre et les problèmes ou les instabilités dues au manque d'argent vont disparaître avec la création d'une monnaie unique et d'un gouvernement mondial. Bien sûr, avec la dislocation des grands blocs, parce que c'est les grands blocs qui menacent les petits blocs. Il vaut mieux avoir une fédération de petites entités, de petits pays ou régions, plutôt que d'avoir des superpuissances qui font la loi sur les petits pays. Avec l'énorme croissance du déficit américain et leurs dépenses dans la guerre,
dans la course aux armements et dans l'espace, il est évident qu'il faisait tourner la planche à billets. Et certains pays ont commencé à douter de la convertibilité du dollar en or. Et ceux qui ont accumulé pas mal de dollars ont commencé à demander aux États-Unis qu'ils les convertissent en or. Et à ce moment-là, les États-Unis se sont précipités pour rompre les accords de Bretton Woods. Et ils ont abandonné la convertibilité du dollar en or. Et ça, c'était en 1971. Mais sortir de l'étalon or, c'était quand même prendre un risque énorme. Parce que le dollar n'était plus garanti par quoi que ce soit, et qu'il pouvait perdre sa valeur, et surtout sa position comme monnaie d'échange pour le commerce international. C'est pourquoi les Américains ont passé des accords avec les monarques et les dictateurs des pays du Golfe pour qu'ils acceptent de vendre leur pétrole uniquement en dollars américains, en dollars US. Et en échange, ils recevraient une protection militaire pour leur régime. Parce que la quantité d'argent nécessaire pour acheter du pétrole est énorme, eh bien c'était suffisant pour que les pays continuent toujours à acquérir du dollar américain et à le garder pour le commerce international. Mais surtout, c'est parce que c'était bien pratique quand même d'avoir une monnaie unique pour le commerce international. Il y avait un besoin. Ils ont continué avec le dollar américain. Donc, malgré l'abandon de l'étalon or et des accords de Bretton Woods, le dollar américain a gardé sa position de monnaie d'échange pour le commerce international. Et l'hégémonie économique, grâce à ce privilège donné aux États-Unis, pouvait continuer.